dans cette vidéo, je vais vous parler des espaces urbains, organisation et évolution, constitués de 3 parties. Le cours est destiné aux étudiants d'aménagement, module ville et région. Aussi pour les étudiants en architecture, module d'urbanisme. Et module de géographie urbaine pour les étudiants de gestion des villes. Alors, le cours est parti sur 3 parties. C'est les espaces urbains et leur organisation interne, l'organisation et évolution des espaces urbains, hiérarchie et réseau urbain. Au fil du temps, les établissements humains ont joué un rôle toujours plus déterminant dans la distribution spatiale des hommes et des biens. D'anciens pôles d'échange de savoir, de prise de décision se renforcent, de nouveaux se créent, conflits et violences souvent submergent l'organisation du territoire. L'évolution du monde contemporain est désormais marquée par le rôle prépondérant que jouent les villes en tant qu'établissement humain dans le développement des différents pays et régions de la planète. La ville est donc considérée comme un agencement spatial permettant de maximiser les interactions sociales en minimisant les contraintes liées aux échanges entre citadins. L'extension des villes est aujourd'hui un phénomène planétaire qui se traduit par l'augmentation de la population mondiale et la consommation à outrance du foncier urbain, considéré aujourd'hui comme une composante de l'environnement non renouvelable. Cette extension des villes résulte notamment de l'étalement urbain qui se manifeste sous forme de développement des périphéries urbaines qui repousse la limite entre espace urbain et espace rural. Marqués par des caractères, des fonctions ou des besoins communs, les espaces urbains recoupent cependant des réalités géographiques fort différentes qui rendent difficilement la formulation d'une définition précise de la ville. Les espaces urbains et leur organisation interne. Définir et caractériser la ville. La définition de la ville n'est pas chose aisée à déterminer, tant les espaces urbanisés diffèrent selon les zones géographiques et les niveaux de développement, et souvent se confondent dans leur périphérie avec les compagnies environnantes. La notion de ville désigne un espace urbain d'extension limitée par l'opposition à l'espace rural qui l'entoure. Elle se définit plus précisément en prenant en compte des caractéristiques démographiques, sa morphologie, ses fonctions, son rôle économique et social. La ville présente des densités de population supérieures à celles de son environnement rural. Le critère de densité doit être évoqué en comparaison avec la zone d'influence de la ville, car bien des espaces ruraux du tiers-monde, tels que la vallée du Nil, ont des densités très élevées, alors que certaines villes, en Australie notamment, s'étalent sur des grands espaces avec des densités seulement moyennes. La ville se distingue du village par sa morphologie, l'agencement des quartiers, c'est-à-dire les tissus urbains, les paysages urbains qui en résultent. Elle se caractérise par un habitat serré et vertical. La présence des bâtiments imposant, voire monumentaux, l'existence de quartiers, des rues. Un ou plusieurs centres historiques ou fonctionnels, un espace de transition en périphérie, auxquels correspondent des besoins particuliers, des équipements, la voirie, les parcs de stationnement, les liaisons intra-urbaines et périphériques et l'assainissement. La ville doit lutter contre des problèmes spécifiques, la pollution, la ségrégation des quartiers, le transport et congestion et le stationnement. La ville est également un espace vécu qui suppose de la part des citadins
ou des urbains, des comportements, des pratiques sociales spécifiques, des rythmes et un mode de vie particulier. Quand on parle de la ville, on évoque souvent l'anonymat et l'urbanité. L'anonymat que permet la ville est à la fois un gage de liberté et une source d'angoisse pour les néo-citadins. Les néo-citadins, ce sont généralement les ruraux qui viennent s'installer en ville. L'urbanité qualifie l'ensemble des représentations liées à la perception de ce qui est urbain et elle se définit essentiellement par rapport à la ruralité des campagnes. Enfin, la ville s'est définie par des fonctions urbaines souvent spécifiques, l'espace privilégié des services, les fonctions d'échange, la santé, la banque, l'éducation, la recherche, les services, et où se concentrent les fonctions de direction, d'innovation et où foisonnent les activités de toutes sortes. Aussi, l'industrie qui fut souvent à l'origine du fait urbain est souvent concentrée dans les villes, de même que les fonctions politiques et administratives. La détermination des limites urbaines est rendue sans cesse plus difficile par l'extension souvent incontrôlée de la ville et de ses espaces périphériques. On parle de ville à partir d'un certain nombre d'habitants agglomérés, dont les résidences sont distantes de moins de 200 mètres, 200 habitants en Suède, 5 000 en France et 50 000 au Japon. Les villes ayant tendance à s'étaler sur des espaces sans cesse plus larges, moins densément occupés, il convient de parler d'espace urbain ou d'espace d'urbanité plutôt que de la ville. L'espace urbain englobe tout mode d'occupation du sol lié à la ville et ou à sa proximité, y compris les espaces verts aménagés, les grands équipements, les aéroports, les stades, les hippodromes, voire même les terrains de golf. Intègre également des zones périphériques qui ont les traits morphologiques de la campagne, mais sont peuplées d'urbains qui travaillent et vivent grâce à la ville. Un espace urbain comprend donc une ville-centre qui est la ville dans ses limites communales, une banlieue qui est constituée de communes environnantes, parfois d'anciens bourgs, les espaces périurbains formés par des communes distinctes de la banlieue et plus éloignées de la ville-centre. Dans certains pays du tiers-monde, les villes ont connu un gigantisme urbain dès les années 1920, provoqué par une explosion démographique urbaine à cause de l'exode rural et les guerres civiles. Et ici, on voit que le taux de croissance urbaine dans le tiers-monde est 3,5%, alors que dans les pays développés, industrialisés, plus 1% uniquement. Pour cela, les villes s'étendent parfois sur des étendues périphériques, exemple les pays de l'Amérique latine, Mexico, 20 millions d'habitants, Sao Paulo, 20 millions, mais aussi Calcutta, en Inde, Calcutta, Delhi, 25 millions, Le Caire, 25 millions en Égypte, Jakarta, la capitale de l'Indonésie, 20 millions, Rio de Janeiro, une des plus grandes villes du Brésil, 6,5 millions d'habitants. Et cependant, depuis plus de décennies, ce phénomène d'immigration est en nette décroissance. Les grandes villes ne sont plus attractives car elles n'offrent plus de possibilités de travail, d'accès à un logement décent. Et ici, on va voir quelques exemples de photos sur les grandes villes dans les pays du tiers-monde, tels que Le Caire, New Delhi, Jakarta et Rio de Janeiro. Donc on va passer à la deuxième partie, toujours sous le même intitulé, les espaces urbains, organisation et évolution, donc la deuxième partie. Donc on va parler donc du site, plan et quartier urbain dans cette partie-là.
Alors, pour le site, donc, les caractéristiques du site dépendent des conditions topographiques et naturelles de son environnement immédiat qui ont influencé l'installation de la ville en prenant des aménagements ou en imposant au contraire des contraintes à leur développement. Il existe une typologie informelle des sites, donc on parle de sites de référence tels que le but, les collines, le fond de vallée, les méandres, les îles, de sites de protection, des hautes terrasses alluviales, de sites de franchissement tels que les ponts, les gués, les puits de colle, de sites de ressources, des sources d'eau, de consommation, sources thermales, énergie hydraulique, gisements miniers, et des sites d'échange tels que les ports. Cependant, il faut éviter tout déterminisme. Un site avantageux à une époque peut s'avérer contraignant par la suite. De nombreuses villes ont ainsi débordé leur site originel, présentent aujourd'hui des sites éclatés, dont la dispersion traduit les différentes phases de l'histoire urbaine. Le plan. Alors, des caractéristiques du site découlent souvent le plan des villes. C'est-à-dire que c'est les sites qui ont un impact considérable sur le choix et l'emplacement de la ville. Donc, il peut être orthogonal ou en damier, à angle droit, plan hippodamien, comme dans les bastides, les villes nouvelles du Moyen-Âge, certaines villes d'Amérique telles que New York. Rado-concentriques ont une succession de cercles concentriques, irréguliers, sans géométrie particulière, telle que la pentapole Jimzab. Alors, nous venons ici de voir ici trois types de plans. Donc, nous avons plan de ville médiévale de Florence. Donc, c'est un plan hippodamien, c'est à Florence, en Italie. Ici, nous avons le plan radiocentrique à Rebaya, c'est une ville algérienne au sud algérien. Vous voyez que le centre ici, c'est la mosquée, et ici l'ensemble des habitations ici, okay? Et ici le marché, considéré comme un espace profane. Et on voit un petit peu les voies, comment elles sont circulaires, parce que situées sur une colline. Nous avons aussi le plan orthogonal de la ville de New York, comme vous pouvez le voir ici, avec tous ces axes-là, qui sont des axes orthogonaux ici. Les quartiers, donc, c'est des parties d'une ville ayant certaines caractéristiques et une certaine unité. Les quartiers sont identifiés par leur position, que ce soit une position centrale ou périphérique, leur âge, leur aspect, leur ambiance, soit des quartiers anciens ou des quartiers modernes, leur fonction dominante, est-ce que c'est des fonctions résidentielles, d'affaires, d'administration, leur caractère social, ou leurs caractères sociaux, quartiers populaires, ouvriers aisés, voir aussi l'origine de leur population quand existe des formes de ghettoisation, c'est-à-dire de ségrégation sociale et spatiale, telles que les ghettos de l'Afrique du Sud. Le centre-ville, donc le centre-ville n'est pas forcément le centre géométrique de la cité, mais surtout son centre vital. Son cœur battant, si vous voulez. C'est l'endroit en principe le plus fréquenté de la ville, qui monopolise d'une façon plus ou moins absolue les fonctions urbaines supérieures, c'est-à-dire le noyau urbain. Il correspond souvent au noyau historique de la ville ou le site initial, si vous voulez. On y trouve la placette ou les placettes, la cathédrale, la mosquée, le hall des marchands, les activités bancaires, les activités de gestion commerciale, les agences de voyage, etc. Alors on voit un petit peu quelques exemples ici. Le centre-ville autour d'une placette, Istalil, ici. Puis un centre-ville aussi, rue piétonne commerciale à Tours, en France, toujours. Et nous avons le centre-ville autour d'un monument historique, la Tour Eiffel. Donc c'est des espaces qui sont très animés et qui sont le centre ou le cœur de la ville. Au niveau de la Médina, Médina c'est la vieille ville musulmane,
Donc le centre-ville est caractérisé par la Kasbah, c'est-à-dire les résidents du pouvoir politique, la Médersa, collège ou université religieuse des villes du Maghreb qui représente souvent une mosquée centrale, et le souk, son centre de commerce et l'artisanat. Alors on voit ici deux exemples. Nous avons ici le souk de Rabaya, et on voit un petit peu la mosquée, ici à ce niveau, située sur une colline, comme je l'ai déjà expliqué. Et puis nous avons ici le souk, qui est un milieu beaucoup plus réservé pour les hommes et aussi le souk, c'est un espace aussi de rencontre et de discussion aussi. Nous avons la mosquée d'Al-Aqsa, donc à Jérusalem aussi, c'est le centre battant de la ville de Jérusalem. Les grandes villes comportent parfois plusieurs centres spécialisés. Le centre traditionnel avec ses commerces, ses services de haut niveau et ses rues piétonnes constitue aussi l'hypercentre aussi des villes européennes ou downtown aux États-Unis. Le centre des affaires, Central Business District, CBD, de certaines villes anglo-saxonnes composées de plusieurs gratte-ciel, et c'est-à-dire d'immeubles imposants et de tours vitrées. L'extension du CBD déborde parfois les capacités du centre-ville, ce qui conduit à la création d'un centre relais en bordure de la ville. C'est le sud de Manhattan, par exemple, par rapport à Downtown et le centre-ville, la Défense à Paris ou le quartier rénové des Docks à Londres. Et on voit ici à la Défense, le quartier de la Défense à Paris, où il est caractérisé par ces immeubles imposants-là, vitrés. Donc le phénomène de City traduit la déshumanisation du centre-ville par la multiplication de bureaux désertés le soir et vides pendant la nuit. L'extension des villes à leur périphérie. Les villes se sont essentiellement développées par périurbanisation ou suburbanisation et rurbanisation, c'est-à-dire par l'extension des banlieues et des espaces périurbains. Le terme suburbain désigne une zone périphérique très densément peuplée et proche du centre-ville. Donc nous avons le centre-ville et la zone suburbaine, ce qui est en rose. Donc la notion du périurbain est plus large et englobe les banlieues et les espaces lointains à l'urbanisme aéré. Donc nous avons ici cette partie en vert. C'est l'espace périurbain ou la zone périurbaine. Enfin, les espaces rurbains ou urbanisés sont les franges rurales de la banlieue, progressivement colonisées par des urbains qui ont développé en lotissement un habitat pavillonnaire. Donc nous avons cette partie-là qui est le urbain ou la zone urbaine, et puis il y a l'urbain. Donc le déplacement, ou si vous voulez l'extension de la ville se fait dans ce sens-là. Donc la ville-centre, la zone suburbaine, la zone périurbaine, la zone urbaine, et puis il y a le territoire rural. L'extension des villes urbaines peut conduire à la jonction entre plusieurs villes, formant ainsi ce qu'on appelle une conurbation. Nous avons comme exemple l'île de Roubaix en France, San Francisco, Oakland, San José en Californie, Tokyo, Yokohama au Japon, Gardaya, Beni Yezgin, Al-Atf, Melika en Algérie, Manchester, Bradford en Angleterre. Une série de conurbations peut former une région plus vaste, appelée une région urbaine, à l'instar de Randstad en Hollande. Donc c'est une région urbaine formée d'Amsterdam à Hollande et de La Haye à Utrecht. Certaines de ces régions urbaines font partie d'ensembles encore plus vastes qui forment les mégalopoles, c'est-à-dire elles désignent une conurbation continue formée de plusieurs villes géantes et s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres. Par exemple, nous avons Kyoto, Osaka, Kobe au Japon. Ces villes entretiennent d'intenses relations entre elles grâce à de denses réseaux autoroutiers et un réseau commercial et industriel très important. Nous avons aussi la mégalopole européenne qui s'étire de Londres à Milan.
Donc, mégalopole signifie vaste région urbanisée. On va maintenant entamer la troisième partie, toujours sous le même intitulé Les espaces urbains, organisation et évolution. Donc la hiérarchie et réseau urbain, c'est l'intitulé de la troisième partie. De la mégalopole au bourg urbain, la ville constitue une réalité diffuse derrière laquelle se cachent de grandes disparités. Les hiérarchies urbaines sont complexes, donc il existe de nombreux intermédiaires entre les très grandes villes et les cités minuscules. Les grandes villes sont des mégalopoles ou macropoles. En prenant pour base le seuil de 8 millions d'habitations, et de 22 à 25 agglomérations géantes peuvent aujourd'hui être considérées comme mégapoles. Des cités sont parfois intégrées dans des mégalopoles et sont toutes des métropoles, c'est-à-dire des lieux de commandement de vastes espaces. Ce sont également très souvent des capitales, villes ou sièges du gouvernement d'un État. À l'échelle inférieure où se trouvent les grandes villes, l'influence, si vous voulez, plus locale, comme Constantine, Oran, ce sont souvent des chefs-lieux de région ou capitales régionales et des métropoles régionales dotées de services suffisants pour satisfaire l'ensemble des habitants de la région qu'ils commandent et leur éviter d'avoir recours à une ville plus importante. Constantine, par exemple, est l'Est algérien ou Oran est l'Ouest algérien. On parle aussi des villes moyennes et de petites villes en se basant sur le critère démographique, tel que le cas de l'Algérie, par exemple. Les villes les plus réduites sont les bourgs, bien que le terme désigne également de gros villages, montrant encore une fois la difficulté de définir le fait urbain. Les géographes ont cherché à comprendre les hiérarchies urbaines en mettant en évidence des modèles et des lois de l'espace. Par exemple, le modèle de Kristaller, la loi de Rantaille et la loi de Zipf. Aussi, il existe des principes de base selon lesquels il y a un lien entre les effectifs de population d'une ville et son rang au sein d'un même réseau. Cependant, il existe une hiérarchie urbaine équilibrée. Par exemple, l'Italie, les États-Unis, Chine, Inde, alors que d'autres sont marqués par des anomalies, la plus fréquente étant liée à la domination d'une ville macrocéphale qui concentre une part importante de la population nationale sur des cités de rang inférieur. Les réseaux urbains. Un réseau urbain définit la répartition des villes sur un territoire donné et leur interrelation. Ce réseau est immatériel, puisqu'il s'agit d'un ensemble de relations et de connexions. Il établit une hiérarchisation entre des pôles principaux et des pôles secondaires, selon différents critères tels que le nombre d'habitants ou la quantité de services que ces centres mettent à disposition. Plusieurs types de réseaux urbains se distinguent en fonction des différentes configurations des territoires. Quand on observe le réseau urbain algérien, on remarque que celui-ci s'organise autour d'Alger, la capitale. Cette métropole est la principale ville du pays, où se centrent aussi les pouvoirs politiques et économiques. Les villes jouent un rôle majeur dans l'organisation de l'espace géographique. Elles polarisent la vie de relations et hiérarchisent l'espace autour de centres de niveaux différents. Les logiques de répartition des villes dans l'espace ont depuis longtemps préoccupé les géographes. La géographie classique s'est intéressée à la situation des villes par rapport à leur espace, du point de vue local, régional et international. Encore par rapport à sa situation de carrefour, à sa situation de confluence, à sa situation de convergence de vallées, à sa situation de contact entre des régions différentes. Mais là encore, le déterminisme est à proscrire. De grandes villes se sont installées sur des petites rivières telles que Berlin, et de grandes confluences ne
ne présente pas de ville Arkansas et Mississippi aux États-Unis. Les géographes ont aussi tenté de créer des modèles d'organisation de l'espace par les villes. Les plus célèbres d'entre eux est aussi de la théorie des lieux centraux de Christaller de 1963 ou de l'Arche de 1941. Le principe de centralité repose sur l'idée que l'offre et la demande des biens se concentrent dans les lieux centraux, aux places centrales, privilégiés par leur accessibilité et qui constituent des marchés. Entre ce centre et sa zone d'influence, il y a polarisation, c'est-à-dire un tissage de liens d'interaction. À partir de ce schéma, se sont donc développées les notions de réseau urbain et armature urbaine. Un réseau urbain, c'est-à-dire la répartition des villes dans un espace. Il comprend un ensemble de villes différenciées par leur taille et fonction, reliées par des axes de communication et de flux qui constituent la trame urbaine. On parle d'armature urbaine pour qualifier plutôt le pouvoir d'encadrement qui exerce une ville sur son territoire. La théorie des lieux centraux est aujourd'hui un modèle théorique. On préfère donc employer le terme de système de ville pour qualifier les interactions complexes entre les villes d'un espace. Ces interactions ne dépendent pas forcément des liaisons entre pôles dominants et pôles dominés. Elles peuvent aussi varier selon les activités considérées. Le système urbain d'un État représente la totalité de systèmes de ville. Finalement, dans la pratique, les géographes emploient souvent le terme réseau urbain pour exprimer la morphologie des systèmes des villes. Plusieurs types de réseaux urbains se distinguent en fonction des différentes configurations de la réseau. Par exemple, les 4 types de systèmes. Réseau polarisé, une ville principale domine toutes les autres et concentre toutes les fonctions importantes. Par exemple, Paris en France et Alger en Algérie. Réseau bipolaire. Entre les deux pôles, il existe des relations de concurrence et de complémentarité. Les échanges se font principalement sur l'axe reliant ces deux villes, par exemple Sétif et Alma en Algérie. Réseau articulé, quand les villes ont des niveaux plus proches, Alsace et Lorraine en France. Réseau linéaire, ville d'importance variable, se trouve le long d'axes. Ce système se caractérise par la faiblesse de relations entre les différents pôles, alignement de villes de Perpignan à Nice en France, alignement de Milbogi à Guelma, Milbogi à Tébessa en Algérie.